gagner beaucoup d'argent et aimait faire étalage de sa réussite. Il était comme ça, c'était sa façon d'être. On sait qu'il aimait jouer, parfois trop. Il avait des dettes de jeu et il avait quelques soucis avec le fisc. Lorsqu'il se fait tuer, ses 2 ex-femmes et sa petite amie sont suspectées. Mais le tueur a été négligent. Même en planifiant chaque détail, vous ne pourrez jamais penser à tout. Un club de plaisance très fermé reçoit un encombrant visiteur. Une femme flottait dans l'eau. Cette femme avait été poignardée à la poitrine, au visage et au cou. L'ex-mari de la victime et leur fille sont introuvables. C'est simple. Qui dit couple divorcé dit rage meurtrière. Mais la victime n'avait pas que des amis. C'était « tu vas voir, tu me fais pas peur, je vais te pourrir la vie ». Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires, des enquêtes impossibles, et merci de nous être fidèles. David Nixon, un riche promoteur immobilier, joueur invétéré, a été assassiné. Et son corps, à moitié carbonisé, retrouvé abandonné dans un terrain vague. La police s'interroge. S'agit-il d'un règlement de compte entre hommes d'affaires peu scrupuleux ou la mafia des casinos est-elle impliquée? À moins qu'il ne faille chercher la vérité du côté de ses ex-compagnes. 2 épouses desquelles il a divorcé et une jeune maîtresse ambitieuse qu'il s'apprêtait à quitter à son tour. Au début des années 2000, le marché de l'immobilier est en plein essor dans la région de Dallas-Fort Worth, au Texas. Et David Nixon fait fortune. C'était un personnage. Il était toujours jovial, toujours souriant. Il aimait les belles choses, les beaux vêtements, les belles voitures et les belles femmes. David Nixon vend principalement des propriétés à Grapevine au Texas, juste à la périphérie de Dallas-Fort Worth. Grapevine est une ville très animée, une ville de banlieue type. Les personnes qui y vivent sont aisées, mais ce qui intéresse tout le monde, c'est le lac. Les gens veulent construire de jolies maisons autour du lac et vivre à proximité. Mais la vie idyllique de David tourne au cauchemar un dimanche soir lorsque son ex-femme entre dans le commissariat central de la police pour signaler sa disparition. Elle déclare qu'il avait rendez-vous pour dîner avec leur fils de 10 ans ce soir-là, mais qu'il n'est pas venu, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Elle ajoute qu'il ne répond pas à ses messages. David Nixon était un excellent père qui avait gardé le contact avec son fils, même après son divorce. Il était toujours en contact avec lui. Je ne peux pas vraiment l'expliquer par des faits, mais mon instinct me disait que le cas de ce type était particulier. C'était plus qu'une banale affaire de disparition. Quelques heures plus tard, un automobiliste remarque un incendie sur le parking d'un bâtiment désaffecté à un peu plus de 15 km de là. Lorsqu'il s'approche, il découvre avec horreur ce qui ressemble à un corps humain. La partie supérieure du corps se consumait dans les flammes. On a pensé que le tueur avait utilisé un produit inflammable comme de l'essence. La victime, enveloppée dans une bâche bleue et une couverture, est visiblement un homme blanc, grand et aux cheveux bruns. Les empreintes dentaires confirment qu'il s'agit de David Nixon. Il semblerait qu'à un moment, on ait essayé de faire passer le corps dans le caniveau, mais il était trop volumineux. Si le corps de David était vraiment passé dans cette canalisation d'évacuation de 2,50 m, on aurait très bien pu ne jamais le retrouver. Les amis et la famille de David sont sous le choc. C'est une façon bien cruelle de mourir. Se faire brûler. Il n'y a pas de sang ni de traces de lutte, ce qui indique que David n'a probablement pas été tué sur le parking. Il était clair que l'endroit où on a retrouvé le corps n'était pas la scène de crime, mais simplement l'endroit où on s'est débarrassé du corps. C'est là qu'on y a mis le feu pour détruire les preuves éventuelles. Le corps de David était enveloppé dans une couverture, un indice qui permettra peut-être de retrouver le lieu du crime. Dans les restes carbonisés de la couverture, on a trouvé un ensemble de filaments, comme des fils très fins. Une couverture standard ne contient pas de fibres métalliques, à moins qu'il ne s'agisse d'une couverture chauffante, par exemple une couverture électrique.
Le médecin légiste constate qu'il y a une côte fracturée, ce qui lui permet de découvrir une trajectoire de balle qui part du flanc gauche de David et traverse son cœur. Donc, David a été tué par balle. C'était une arme de poing de petit calibre. Ils n'ont pas pu déterminer le calibre parce qu'on n'a jamais retrouvé la balle. Aux yeux des enquêteurs, il est suspect que l'ex-femme de David ait signalé sa disparition seulement 3 heures avant la découverte de son corps. Et la police apprend bientôt qu'elle pourrait avoir un mobile qui pèse $1,5 million. Lors de l'autopsie de David Nixon, le médecin légiste établit qu'il a été abattu avec une arme de petit calibre. Les analyses montrent que son corps a ensuite été aspergé d'essence, puis brûlé. Le feu a gravement endommagé le corps, mais le médecin légiste parvient à examiner une portion de peau épargnée par les flammes, ce qui lui permet d'estimer l'heure à laquelle David a été abattu. Si on partait du principe que le corps était resté à température ambiante, la mort se situait entre 36 et 48 heures plus tôt. Le corps de David a été retrouvé dimanche soir après minuit. Il a donc probablement été tué tard dans la soirée de jeudi ou tôt dans la matinée de vendredi. L'analyse de la scène de crime révèle que David Nixon a été abattu à bout portant au moyen d'une arme à feu, puis que son corps, enveloppé dans ce qui ressemble à une couverture électrique, a été déplacé et partiellement brûlé. Ce mode opératoire ne ressemble pas à une exécution ou à un crime passionnel. Il indique par ailleurs que le ou les tueurs cherchaient à rendre le cadavre méconnaissable. Mais dans quel but? Tandis qu'experts et enquêteurs passent au crible le peu d'indices dont ils disposent, le souvenir d'un événement dramatique survenu 4 mois plus tôt leur donne, comme l'on dit, du grain à moudre. Un autre meurtre qui présentait des similitudes frappantes avec celui-là a été commis dans le voisinage. Dès lors, une question circule sur toutes les lèvres. David Nixon a-t-il été victime d'un tueur en série? Ça s'est passé dans la rue. La victime, une prostituée de 22 ans du nom de Janet Dolan, a été tuée d'une seule balle. Son corps a ensuite été déplacé, arrosé d'essence et brûlé. Quand quelqu'un est abattu et qu'on enveloppe son corps avant de le brûler, ça ressemble à une exécution ou à un avertissement. Mais si les similitudes entre les deux affaires sont frappantes, les différences le sont tout autant. David était un homme, Janet une femme. David Nixon était riche, il n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'était pas du genre à se mettre en danger. Janet Dolan était tout l'inverse. Elle s'était probablement retrouvée dans une drôle de situation, avec des gens qu'elle ne connaissait pas. De plus, le meurtre de Janet ressemble plus à un crime d'opportunité qu'à un acte prémédité. La police en conclut qu'il est possible, mais très peu probable, que les deux affaires soient liées. Les enquêteurs ont une piste. Il y a des preuves sur la scène de crime. Ils ont découvert des empreintes de pneus à 3 mètres du corps de David. On pensait qu'il s'agissait du véhicule qui avait servi à le transporter. Les empreintes sont celles d'un véhicule ayant 4 pneus à l'arrière et 2 à l'avant. Il y avait 2 jeux de pneus différents à l'avant et à l'arrière. Les empreintes étaient complètement différentes. Mais qui pouvait souhaiter la mort de David Nixon? Ce que j'ai pu constater dans les affaires de meurtre, c'est qu'il y a en général 2 raisons pour lesquelles les gens sont prêts à tuer, l'amour et l'argent. L'ex-femme de David, Donna, a les 2 mobiles. David et Donna avaient des problèmes relationnels. Apparemment, il l'avait quittée pour une jeune hôtesse de l'air, ce qui l'a bien sûr profondément blessée. Jusqu'à la majorité de leur fils, Donna est également la bénéficiaire de l'assurance vie de David, d'un montant d'1,5 million de dollars. Dans les enquêtes pour meurtre, le mot d'ordre c'est « à qui profite le crime ».
Son ex-femme venait juste d'être désignée comme bénéficiaire de son assurance vie. Donc, bien évidemment, la police allait se pencher sur son cas. Mais Donna coopère totalement avec les enquêteurs et fait une meurtrière peu plausible. Elle possède également un alibi pour la soirée de jeudi et la matinée de vendredi, c'est-à-dire pour le laps de temps où se situe la mort de David. À mesure que l'enquête progressait, il était clair que les preuves ne désignaient pas Donna comme étant la coupable. La seconde ex-femme de David a également un alibi pour la nuit du meurtre, alibi confirmé par de nombreux témoins. Les enquêteurs interrogent alors la petite amie actuelle de David, Tracy Frame, âgée de 32 ans. Lorsque les enquêteurs informent Tracy qu'ils ont retrouvé le cadavre de son petit ami, ils ne mentionnent pas que le corps a été brûlé. Mais la première chose qu'elle a dit, c'est « Comment vous l'avez identifié ?» On s'est regardé. Est-ce qu'elle avait vraiment dit ça? On s'est demandé « C'est une blague ou quoi ?» Je me suis dit « C'est quoi ce délire ?» Et à un moment, elle s'est rendue compte de sa bourde. Elle a mis la main devant sa bouche et a commencé à pleurer. Tracy déclare qu'elle a vu David pour la dernière fois jeudi. Elle a supposé qu'il était parti à Las Vegas, où il aimait aller jouer. Vous ne l'avez pas vu jeudi soir? Non, monsieur. Ni vendredi soir? Non. Ni samedi? Vous ne l'avez pas revu depuis? Non, monsieur. On a découvert qu'il avait des dettes de jeu et qu'il avait quelques soucis avec le fisc. Tracy donne son accord pour que la police fouille la maison qu'elle partageait avec David. On a passé la maison au peigne fin. On a utilisé du luminol et on a amené des chiens renifleurs. Mais la police ne trouve aucune trace de sang dans la maison. La maison renferme tout de même un indice potentiel. Lorsqu'ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé des manettes de couverture chauffante, mais il n'y avait pas de couverture. Ce qui était plutôt bizarre vu que le corps de David avait justement été enveloppé dans une couverture de ce type. Le lendemain, la police retrouve la Lexus blanche de David, abandonnée sur le parking d'un supermarché à proximité de sa maison. Il n'y a pas de sang ni de traces de lutte dans la voiture, mais quelque chose attire tout de suite l'attention des enquêteurs. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées, c'est que le siège était tout près du volant, ce qui indiquait que la dernière personne à avoir conduit la voiture était bien plus petite que David Nixon, en tout cas que ce n'était pas un homme de sa taille. Les enquêteurs espèrent que les caméras de surveillance du supermarché permettront d'identifier la personne qui a laissé la voiture de David sur le parking. Lorsque la police interroge Tracy Frame, la femme qui partageait la vie de David Nixon, elle affirme que David se rendait à Las Vegas la nuit où il a disparu. Tracy admet également qu'elle n'a pas d'alibi pour la nuit du meurtre de David. Elle dit être restée seule à la maison. En tant que membre de la famille, on ne savait pas grand-chose d'elle. Il ne l'amenait jamais avec lui quand il nous rendait visite. Je ne lui avais jamais parlé au téléphone. Elle était vraiment un mystère pour nous tous. En faisant des recherches, la police découvre quelques détails intéressants au sujet de David et de Tracy. Le couple s'est rencontré à une fête, peu après le second divorce de David. Tracy est comptable et n'a pas d'enfant. Peu de temps après le début de leur relation, David achète 2 voitures assorties, une Lexus noire pour Tracy et une Lexus blanche pour lui-même. Selon les enquêteurs, Donna, la première épouse de David Nixon, possède 2 mobiles qui auraient pu la pousser à attenter à ses jours. C'est une femme bafouée, son mari l'ayant abandonnée pour épouser en secondes noces une jeune hôtesse de l'air. Et elle est en possession d'un contrat d'assurance vie d'un montant d'1 demi-million de dollars. À la vengeance s'ajouterait l'appât du gain. Pour autant, Donna n'ignore pas que son fils âgé de 10 ans est très attaché à son père et qu'il aurait été cruel de l'en priver. Autre argument qui plaide en faveur de son innocence, tout comme la seconde épouse de la victime, elle possède un alibi solide pour la nuit du meurtre. L'attention des policiers se tourne alors vers Tracy Frame, la maîtresse de David Nixon. Et cette fois, 3 indices semblent l'incriminer.
D'abord, sa réaction étonnante et ambiguë à l'annonce de l'assassinat de son amant. Pourquoi, en effet, a-t-elle aussitôt demandé aux enquêteurs comment ils étaient parvenus à identifier le corps? Eux seuls, et le meurtrier, savaient qu'il était partiellement carbonisé. Ensuite, le siège conducteur de la voiture de Nixon a été avancé, ce qui tend à prouver qu'une femme l'avait conduite quelques heures avant le crime. Enfin, dans la maison qu'occupaient David et Tracy, les policiers ont découvert des commandes de couverture électrique. Or, c'est dans une couverture de ce genre que le cadavre a été emballé. Autre information, et non des moindres, redevable d'arriérés d'impôts, et afin d'éviter une saisie, Nixon avait décidé de mettre sa maison au nom de Tracy Frame. Puis, il avait regretté cette décision hâtive. David voulait reprendre la maison à son compte et Tracy voulait s'assurer que la maison reste à son nom. Mais il y a apparemment un élément irréfutable qui rend Tracy insoupçonnable. Les enquêteurs devaient établir comment elle pouvait avoir déplacé le corps. Elle avait beau être une jeune femme en bonne santé et en pleine forme, elle faisait presque la moitié du poids de David. Elle aurait eu beaucoup de mal à le porter. Les voisins de Tracy déclarent alors à la police qu'ils ont vu un grand camion de location stationné devant la maison du couple le week-end de la disparition de David. Vous avez vu le camion devant chez vous? Non, mais... Un camion? Un véhicule du type camion de location. Oui, on avait loué un camion pour transporter des choses encombrantes. Les chaises longues de la piscine. Les éboueurs ne voulaient pas les prendre et nous ont dit qu'il fallait les mettre ailleurs. Comme on n'avait rien pour les transporter, David s'en est occupé. La police visionne les images de vidéosurveillance du parking où a été retrouvée la voiture de David. À 1h34 du matin, juste 37 minutes avant qu'on ne retrouve le corps de David en train de brûler, une femme sort de la Lexus blanche de David, se dirige vers une Lexus noire et quitte le parking. On regardait la bande et on trouvait que la femme ressemblait à Tracy. Et quand elle est montée dans la voiture noire, là je me suis dit, nous y voilà. 4 heures plus tôt, la Lexus noire entre sur le parking. La même femme en sort, traverse le parking, monte à bord d'un camion de location et s'en va. Les bandes montrent que la veille, dans l'après-midi, cette même femme a garé le camion de location sur le parking, puis est repartie à pied avec un grand chien noir. Tracy avait un grand chien noir. Ce serait quand même une coïncidence monumentale que quelqu'un d'autre possède aussi une Lexus noire, une Lexus blanche, monte dans un camion de location et aille promener un chien qui ressemble à celui de Tracy Frame. Malheureusement, la caméra est trop éloignée pour pouvoir identifier formellement la femme en question. S'il s'agit bien de Tracy Frame, les enquêteurs doivent trouver un moyen de le prouver. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous me demandez ça? Je veux juste savoir. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Tracy, je vais être honnête avec vous. Je pense que vous le savez. La police possède des vidéos de surveillance montrant une femme non identifiée garant 2 voitures différentes sur le parking d'un centre commercial à côté d'un grand camion de location. Les 2 voitures correspondent à la marque et au modèle de celle de David Nixon et de sa petite amie Tracy Frame. La police possède également des images où l'on voit la même femme entrer dans le magasin le soir où le corps de David a été découvert. On n'a pas pu la repérer dans le magasin, mais on a pu de nouveau l'identifier à la caisse. La femme a acheté des sacs poubelles et 2 bouteilles d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est vendu en petite quantité aux particuliers. Il est principalement utilisé comme solvant ou détergent dans l'industrie. En quelques jours, les enquêteurs sont parvenus à recueillir un nombre considérable de preuves indirectes et toutes
accuse Tracy Frame. Elle possède un mobile, conserver la maison que Nixon a mise à son nom et qu'il avait l'intention de récupérer après leur rupture annoncée. Ensuite, les va-et-vient effectués avec les Lexus de couleurs différentes et le camion de location enregistré par les caméras de surveillance indiquent que la jeune femme a sans doute transporté le corps de la victime de la maison au terrain vague. Pour autant, avant de procéder à l'arrestation de la suspecte, les policiers sont à l'affût d'une preuve matérielle. Contre toute attente, elle leur est fournie par Tracy Frame elle-même. Dans le but, tenez-vous bien, d'économiser 25 cents, elle a utilisé sa carte de fidélité dans la grande surface dans laquelle elle a fait des achats liés au crime, des sacs poubelles et des bouteilles d'acide chlorhydrique. Cette économie de bout de chandelle va précipiter sa chute. Et les registres du magasin permettent d'établir que la propriétaire de la carte n'est autre que Tracy Frame. Après ses achats, elle repart dans le camion de location. L'agence de location informe les enquêteurs qu'elle a loué le même camion à 3 autres personnes après que Tracy le leur a restitué. La police ne trouve aucune trace de sang ou d'acide à l'intérieur du camion, mais les empreintes de pneus sont une preuve potentielle. Mon travail consistait à déterminer si les photographies des pneus du camion de déménagement avaient quelque chose en commun avec les empreintes laissées sur la scène de crime. En superposant les relevés d'empreintes aux photos, l'expert peut comparer les 6 pneus du camion aux traces trouvées sur la scène de crime. J'ai pu établir que les 6 pneus, qui présentaient 2 types différents de bandes de roulement, et donc 2 types différents de caractéristiques techniques, correspondaient de façon très nette aux empreintes retrouvées sur la scène de crime. En d'autres termes, il est presque certain que c'est le camion de déménagement de Tracy qui a laissé ses empreintes de pneus. Mais une question reste sans réponse. Beaucoup de gens nous ont demandé comment une femme de la taille de Tracy avait pu déplacer un homme de cette taille. La réponse ? Un diable était compris dans la location du véhicule de déménagement. Il lui suffisait de mettre le diable sur le lit à côté de David et de faire rouler son corps dessus, puis de l'harnacher. Une fois David attaché avec des sangles, elle n'avait plus qu'à tirer. Les enquêteurs pensent que Tracy savait que David allait la quitter et qu'elle a voulu garder la maison, qui était toujours à son nom. Tard dans la soirée de jeudi, alors qu'il est endormi, elle tire sur David avec une arme de poing non enregistrée qu'il gardait dans la maison, selon les dires de ses amis. Elle enveloppe le corps dans des couvertures. Le lendemain, le vendredi, elle se rend avec la voiture de David à l'agence de location où elle loue un camion de déménagement. Elle attend la tombée de la nuit et utilise un diable pour charger son corps dans le camion. Ensuite, elle conduit pendant environ 23 km jusqu'à un parking isolé où elle essaie de se débarrasser du corps dans une bouche d'évacuation. Mais David est trop corpulent, il ne passe pas. Elle panique et s'en va, laissant les empreintes de pneus derrière elle. Craignant de devoir s'expliquer sur la présence prolongée du camion de déménagement devant sa maison, elle le gare sur le parking du supermarché et rentre chez elle à pied, avec son chien. Dimanche soir, elle retourne au supermarché, achète des sacs poubelles et de l'acide chlorhydrique. C'est là qu'elle s'identifie elle-même en utilisant sa carte de fidélité pour économiser 34 cents. Cette nuit-là, elle nettoie le camion, arrose le corps de David avec de l'essence et y met le feu. Puis elle échange de nouveau les véhicules et rentre chez elle.
Une fois en garde à vue, les enquêteurs constatent que Tracy a des bleus en forme de ligne droite sur les cuisses, exactement à la hauteur où le diable aurait pu appuyer contre ses jambes. La police trouve également des preuves que Tracy a acheté un nouveau matelas et s'est débarrassé de l'ancien. On ne sait pas d'où vient le nouveau matelas. Je suppose que l'ancien matelas a été jeté quelque part dans une de ces décharges sauvages et non pas dans une décharge publique. La police pense que l'argent est le mobile du meurtre. Une fois, Tracy s'est plainte de David à son amie Carol, qui lui a répondu « Mais pourquoi tu ne le quittes pas, tout simplement ?» Elle lui a rétorqué « Sans lui, je vivrai dans un appartement et je roulerai en Honda. » En mars 2005, il n'a pas fallu plus de 4 heures au jury pour déclarer Tracy Frame coupable de meurtre avec préméditation. Elle a été condamnée à une peine de 40 ans de prison, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La police a fait le compte de toutes les coïncidences cumulées. La Lexus noire, la Lexus blanche, le camion de location, la femme promenant son chien. Et à ce moment-là, ils ont découvert que sa carte de fidélité avait été utilisée pour acheter de l'acide chlorhydrique. Ça faisait trop pour qu'elle ne soit pas coupable. Vous savez, le fait qu'elle ait utilisé cette carte pour économiser, quoi, je ne sais pas, 34 cents ou quelque chose comme ça. Incroyable. Dans cette affaire, c'est la science et seulement la science qui a désigné la coupable. Je veux dire, il n'y avait vraiment aucun doute. Ça lui a été fatal. Même si vous planifiez chaque détail, vous ne pourrez jamais penser à tout. Si le juge le décide, Tracy Frame sera remise en liberté conditionnelle au terme de 20 ans de détention. Elle sera alors âgée de 52 ans. Et pendant 20 ans supplémentaires, elle devra vivre avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Que n'a-t-elle pris le temps de réfléchir avant de commettre l'irréparable? Aveuglée par l'appât du gain, elle n'a à aucun moment mesuré la gravité et les conséquences de son acte. Comme nous l'avons vu tout au long de cette enquête, les policiers ont exploité tous les indices qui s'offraient à eux. Et ils n'en ont négligé aucun. L'analyse des traces de pneus du camion de location, le dépouillement des enregistrements des caméras de surveillance, l'examen de la couverture chauffante ayant servi à emballer le corps, la liste des achats effectués par Tracy dans le magasin pour tenter de rendre le cadavre méconnaissable. Mais la seule preuve matérielle irréfutable qui a permis aux policiers de boucler leur enquête leur a été fournie par Tracy Frame elle-même. Sa carte de fidélité l'a définitivement trahi. Pour réaliser une économie de 25 cents, elle a fait capoter son plan machiavélique. Car comme le disait Michel Audiard dans l'un de ses films, l'avarice est le pire défaut qui existe. Si l'on compte ses sous, on compte aussi ses sentiments. Les faits divers criminels jalonnent la longue histoire de l'humanité. Au fil des siècles, les plus grands écrivains s'en sont emparés, les transformant en tragédies. Eschyle, Racine, Goethe ou Shakespeare ont sublimé haine et passion, imaginant des enjeux supérieurs et des destins hors du commun. Le quotidien qui s'offre à nous est malheureusement plus trivial. Les crimes de sang dont la presse se fait l'écho étant généralement motivés par des mobiles plus ou moins sordides. Si, comme je l'espère, vous êtes un spectateur fidèle des Enquêtes Impossibles, vous avez suivi des dizaines d'affaires, toutes authentiques. Elles constituent une sorte d'anthologie de la criminalité au début du XXIe siècle. Certaines d'entre elles vous ont indigné, d'autres vous ont horrifié. Mais celle que je m'apprête à vous raconter maintenant est pire encore. Car au sens strict du mot, elle est proprement innommable. L'agglomération de Newport Beach, en Californie, est l'une des plus riches des États-Unis.
Les villes côtières du sud de LA sont absolument magnifiques. Cela coûte une fortune d'habiter au bord de l'eau. À Newport Beach, le taux de criminalité est très faible. On a essentiellement des crimes concernant les biens matériels, les homicides sont très rares. Mais un matin de septembre, au Yacht Club de Newport Beach, un propriétaire de bateau voit flotter un drap avec quelque chose en dessous qui, selon lui, ressemble à un corps. En arrivant sur le quai, j'ai vu une femme à demi nue, lardée de coups de couteau à la poitrine, au visage, au cou et au dos. Sur les 52 coups de couteau, 2 ont sectionné la veine jugulaire et l'artère carotide. Dans ces cas-là, la victime se vide de son sang et, faute d'assistance médicale, meurt en quelques minutes. La victime n'a pas seulement été poignardée à plusieurs reprises, il reste des armes plantées dans son corps. Le couteau dans son œil suggérait que son agresseur lui vouait une véritable haine. J'ai vu beaucoup de victimes poignardées, mais aucune avec l'arme encore plantée dans le corps. Les enquêteurs trouvent une seconde arme enroulée dans le drap. Un couteau a été retrouvé dans le pli du draps. Il portait des traces de sang et de peau. Cependant, la victime ne peut être identifiée et il est difficile d'établir depuis combien de temps elle est dans l'eau. Dans le cas présent, la détérioration des doigts sous l'effet de l'eau était telle qu'il n'a pas été possible d'identifier la victime par ses empreintes digitales. Les enquêteurs trouvent une pièce à conviction potentielle quelques mètres plus loin. Il y avait une boîte en carton à côté du corps et on a pensé que ça pouvait avoir un lien avec la victime. Alors on l'a repêché. Ce carton se révèle être l'emballage d'un écran de télévision 27 pouces qui a dû, selon les enquêteurs, servir à transporter le corps. Lors de l'autopsie, le médecin légiste découvre que la victime portait des implants mammaires. Aujourd'hui, grâce aux prothèses de hanche et aux implants mammaires, par exemple, nous pouvons parfois réussir à identifier un individu. Chaque implant porte un numéro de série et de lot séparés, ce qui permet d'identifier sa date et son lieu de fabrication et d'avertir le patient en cas de rappel du produit. Le numéro de série indique que les implants ont été fabriqués en France, que l'opération a été réalisée à Oklahoma City et que la patiente réside maintenant en Californie. On a pu l'identifier avec précision. Elle s'appelait Barbara Mulnix et habitait à Huntington Beach, en Californie. Barbara, 56 ans, avait fait un choix de vie plutôt inhabituel. Elle était retournée vivre en Californie chez son ex-mari Bruce Mulnix avec leur fille de 17 ans, en attendant de retrouver une situation stable. Ils avaient décidé de partager le même toit pour voir leur fille aller au lycée. C'était une solution temporaire, une situation imposée par des contraintes financières. Les informations sur la boîte en carton trouvée dans l'eau à côté du corps de Barbara suggèrent que le meurtre a pu être commis au domicile de Bruce Mulnix. J'ai enquêté à partir du numéro de référence et de l'étiquette d'emballage. Et j'ai retrouvé le vendeur, un magasin d'Huntington Beach. Cette télé avait été achetée par Bruce Mulnix, l'ex-mari de Barbara. La police part interroger Bruce Mulnix et sa fille de 17 ans, Rachel, mais ils sont introuvables. Lorsque les enquêteurs arrivent à l'appartement que Barbara partageait avec son ex-mari, une surprise les attend. Mon sergent est arrivé pour me prévenir que M. Mulnix était sur les lieux du crime. À vrai dire, ça m'a laissé perplexe. Je me suis dit qu'il ne manquait pas de culot. Il semblait tout étonné de voir la police chez lui. Quand vous avez un enquêteur de la crime qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit que vous êtes son principal suspect, on se sent plutôt mal. Le médecin légiste estime l'heure de la mort à mardi très tard dans la nuit ou mercredi matin. Bruce déclare avoir quitté la ville mardi matin pour un voyage d'affaires à Fresno, en Californie, à plus de 400 km.
Bien sûr, en tant que journaliste, ça m'intéressait qu'il prétende qu'il n'était pas là la nuit du meurtre. Bruce reconnaît que Barbara et lui avaient des différends, mais il nie toute implication dans son meurtre. On était tous les deux en tort pour le divorce. Mais pour moi, ce qui a tout déclenché, c'est que Barbara s'était mise à boire de plus en plus. Et quand elle était saoule, elle n'était plus du tout la même. Elle devenait quelqu'un d'autre. En fouillant l'appartement de Bruce, la police ne trouve aucune trace d'effraction. Mais le matelas et le sommier du lit de Barbara ont disparu. Les techniciens de scène de crime passent la pièce au leucocristal violet, un produit chimique qui devient violet en présence de sang. Le corps d'une femme lardé de 52 coups de couteau. Un couteau à beurre planté dans l'œil jusqu'au manche. Les empreintes digitales rendues non identifiables tant un séjour prolongé dans l'eau de mer a abîmé les chairs. Le spectacle est insoutenable, même pour des officiers de la police judiciaire habitués pourtant à affronter l'horreur. Mais enfin, quel monstre a pu déchaîner une telle violence à l'encontre d'une femme qui vivait apparemment sans histoire avec sa fille et son ex-mari? L'analyse d'une scène de crime obéit à des impératifs constants. Sachant que l'auteur d'une action criminelle laisse des traces derrière lui et emporte à son insu des éléments. Toutes les polices scientifiques du monde procèdent de la même manière. Elles préservent les indices en l'état en évitant de les polluer avec leurs propres empreintes digitales, bien sûr, ou des fragments d'ADN. Elles photographient la scène en allant du général au particulier jusqu'aux détails les plus infimes. Elles prélèvent objets, empreintes, traces biologiques, douilles ou résidus de poudre. Et enfin, elles protègent les indices en les conditionnant dans des boîtes stériles afin d'éviter les contaminations. Dans notre affaire, le corps ayant été déplacé, les enquêteurs commencent par chercher la scène de crime. Barbara Mullenix a-t-elle été assassinée à l'intérieur de son appartement? Pour le savoir, les experts aspergent le sol de la chambre à coucher d'un produit qui réagit à l'hémoglobine contenue dans le sang. Et le résultat ne se fait pas attendre. D'après le nombre d'éclaboussures de sang qu'il y avait, il était clair que quelqu'un avait perdu beaucoup de sang ici. Il apparaît clairement que le tueur a essayé d'enlever les taches de sang. On trouve une boîte de gants en latex dans la cuisine et une éponge sur la table de chevet. L'éponge présentait une tache rouge qui était en fait du sang. C'était une preuve significative dans cette affaire. Les enquêteurs trouvent quelque chose d'autre dans la cuisine. Le couteau dans le tiroir de la cuisine était du même modèle que celui qui était planté dans l'orbite de la victime. Il était facilement reconnaissable, avec un manche ciselé, genre peau d'ananas. Des sections entières de la cloison sont retirées pour examen. Une empreinte très nette a survécu au nettoyage. Quand les criminels sont en pleine action, ils transpirent plus. Il y a une plus forte production de résidus, ce qui permet parfois d'avoir des empreintes plus nettes. Dans le cas présent, je n'ai eu aucun mal à déterminer qu'il s'agissait d'une empreinte palmaire. Il y avait les 4 doigts et le côté de la paume. Les enquêteurs comparent ces empreintes à celles de Bruce Mullenix. Ce ne sont pas les siennes. Dans les affaires de meurtre, c'est toujours l'ex-mari qu'on suspecte en premier. Donc ça ne m'a pas vraiment étonné. Mais où est la fille des Mullenix, Rachel? Bruce n'en a aucune idée et les enquêteurs non plus. Avant le retour de Bruce Mullenix, ma première préoccupation était que Rachel avait pu être blessée ou tuée. On ne savait pas où elle était ni comment elle allait. On a essayé de l'appeler sur son portable, mais on tombait directement sur sa messagerie. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était la veille du meurtre. Elle était avec son petit ami. Ils sont allés au cinéma voir La jeune fille de l'eau. Quelle ironie!
Malgré la disparition de sa fille, Bruce est convaincu qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Barbara. Je ne pense pas qu'elle soit impliquée dans le meurtre. Rachel n'aurait pas pu faire ça. Les enquêteurs, eux, n'en sont pas si sûrs. Les enquêteurs interrogent les voisins de Bruce Mulnix pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose aux alentours de l'heure du meurtre. Un des voisins qui habitait l'appartement juste à côté a dit avoir été réveillé vers 2 heures du matin par des cris et des bruits sourds, qui auraient duré 30 à 45 minutes. Il a ajouté que ça ne l'aurait pas surpris que quelqu'un se soit fait tuer. À ce moment-là, il ignorait qu'un meurtre avait effectivement été commis. Étant donné que Bruce Mulnix était en déplacement, la seule autre personne qui pouvait se trouver dans l'appartement était sa fille de 17 ans, Rachel, mais elle est introuvable. Elle était tellement jeune, 17 ans. Je crois que les autorités s'inquiétaient plutôt pour elle. Du moins au début. Ils craignaient qu'il ne lui soit arrivé quelque chose à elle aussi. Le père de Rachel indique aux enquêteurs qu'elle a un petit ami d'environ 21 ans, Ian Allen, et que ça ne plaisait pas du tout à Barbara. Lorsque Rachel a rencontré Ian Allen, non seulement elle est tombée amoureuse de lui, mais elle s'est mise à parler mariage. Et je pense que Barbara a dû se sentir délaissée. Quand Barbara a compris que Ian avait des rapports sexuels avec sa fille de 17 ans, elle l'a menacé de le dénoncer pour détournement de mineurs. Une fois les esprits apaisés, Rachel demandera par la suite à ses parents de signer une sorte de contrat pour être sûr que Barbara ne mettrait pas sa menace à exécution, ce qu'ils ont tous les deux accepté. Mon avis, c'était qu'il valait mieux leur donner notre aval et les avoir près de nous, plutôt que d'essayer de les empêcher d'être ensemble et les obliger à se voir en cachette. C'est ce qui m'a fait comprendre qui faisait la loi dans cette maison. Mais une semaine avant le meurtre de Barbara, un conflit éclate. Comme le couvre-feu était passé et que Rachel n'était toujours pas rentrée, Barbara a pris sa voiture et s'est rendue chez Ian. Là, elle s'est mise à hurler en tambourinant à la porte et elle a réveillé tout le quartier. Elle lui a fait honte. C'était bien fait. Et une fois rentrée à la maison, elle l'a privée de sortie en lui disant qu'elle ne verrait plus ce garçon. Ian n'avait jamais vu ça. C'était « Tu vas voir, tu me fais pas peur, je vais te pourrir la vie, te poursuivre, je vais aller voir tes parents, je vais aller à l'école de ton petit frère, je vais aller à ton boulot. » Barbara était comme ça. Mais Rachel refuse de mettre un terme à cette relation. On ne refuse rien à Rachel Mulnix. L'inconcevable est-il possible? Rachel Mulnix s'en est-elle prise à sa mère, qui s'opposait violemment à sa liaison avec Ian Allen, son petit ami âgé de 19 ans. La violence qui transparaît dans la scène de crime rend cette hypothèse invraisemblable. On ne peut imaginer qu'une fille s'acharne sur sa mère de cette manière, fût-elle frustrée et prise de liberté. Pourtant, en fouillant dans le passé de la jeune fille, les policiers découvrent un élément qui les oblige à reconsidérer toute l'affaire. 2 ans exactement avant le meurtre de Barbara Mulnix, Rachel avait agressé sa mère avec un couteau. Elle avait eu les bras lacérés. Mais à l'époque, Barbara refuse de porter plainte contre sa fille. Barbara avait des paroles extrêmement cruelles pour Rachel. Il lui arrivait d'être odieuse avec elle. Et 99% du temps, c'était quand elle était saoule. Maintenant que Barbara a été tuée, Rachel et son petit ami ont disparu. Les enquêteurs rendent alors visite aux parents de Ian. Ceux-ci déclarent ne pas avoir vu leur fils depuis 2 jours. Ils précisent que leur pistolet calibre 38 a disparu. Vu que Ian habitait chez eux, ses parents acceptent que leur maison soit fouillée et leurs ordinateurs examinés. Après examen du contenu des disques durs, nous avons découvert que le jour du meurtre, quelqu'un avait utilisé l'ordinateur du domicile pour obtenir l'itinéraire jusqu'à Tampa, en Floride.
Dans tout le pays, les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver le camion de Yann Allen. Quand Yann utilise sa carte de crédit pour retirer de l'argent à Sulphur, en Louisiane, la police converge sur les lieux et arrête les deux fugitifs. Rachel prétend qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de sa mère et qu'elle a suivi Yann contre son gré. Je dormais, c'était en pleine nuit. J'ai entendu ma mère crier mon nom. J'ai couru dans sa chambre et j'ai vu Yann debout sur elle, en train de la poignarder. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il m'a poussée et je me suis évanouie. Rachel est mauvaise comédienne, elle a fait semblant de pleurer pendant tout l'interrogatoire, et je n'ai pas vu la moindre larme. Regardez un narcissique dans le dictionnaire. Eh bien, c'est Rachel. Les preuves scientifiques viendront-elles confirmer ou démentir cette version? En garde à vue, Yann Allen avoue le meurtre de Barbara Mulnix. Il insiste pour dire qu'il a agi seul. Êtes-vous allé là-bas avec l'intention de la tuer? J'y suis allé avec l'intention de la menacer, de lui faire peur. Mais ça a dérapé très vite. Pendant ce temps, Rachel continue de jouer les innocentes victimes. Sa version était qu'elle s'était fait kidnapper, que son agresseur l'avait frappée et qu'elle avait perdu connaissance. Elle s'était réveillée plusieurs heures plus tard dans un motel. Elle n'avait rien à voir avec la mort de sa mère, ni la disparition de son cadavre. Quelqu'un va me dire ce qui se passe à la fin. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre mère. Mais vous savez que j'ai été kidnappée, vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Comment ça? C'est la vérité. Nous avons des preuves matérielles du contraire. Quoi? Ce que Rachel ignore, c'est que les enquêteurs détiennent des preuves scientifiques de son implication dans le meurtre de sa mère. En effet, l'ADN de Rachel a été retrouvé sur l'éponge de couleur jaune qui se trouvait dans la chambre de sa mère. Cette éponge qui a servi à nettoyer le sang après le meurtre. Du coup, le scénario selon lequel la jeune fille aurait été enlevée contre son gré par son fiancé et n'aurait pas pris part au meurtre n'est plus crédible. Pourtant, en dépit de cette preuve accablante, Rachel persiste à nier toute implication dans le carnage. Rachel a déclaré ne pas avoir du tout participé au meurtre. Or, on a retrouvé son ADN sur l'éponge qui a été utilisée pour nettoyer la scène de crime. C'est imparable. Le carton de télévision qui flottait à côté du corps de Barbara était fermé avec du ruban adhésif, le même que celui retrouvé dans le camion de Yann Allen. La vaporisation de superglue sur le ruban révèle les empreintes digitales de Rachel. J'ai pu identifier 3 empreintes digitales appartenant à Rachel Mulnix. Il y avait son majeur et son annulaire gauche. Le fait de retrouver les empreintes de Rachel sur ce ruban adhésif, ça a dû être comme de décrocher le jackpot pour la police. Sur la crosse du pistolet calibre 38 de Yann, les enquêteurs retrouvent son ADN et celui de Rachel. Pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisé contre son kidnappeur? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. L'empreinte de la main quasi complète retrouvée sur le mur de la chambre de Barbara Mulnix est celle de Yann. Les preuves scientifiques confirment la thèse soutenue dès le début par le médecin légiste. 2 personnes au moins étaient impliquées dans le meurtre. Quand on voit le nombre de blessures et les preuves, c'est plus cohérent avec plusieurs individus qu'avec un seul. Des SMS apportent la preuve finale de la participation de Rachel. Rachel a indiqué à la police qu'elle était allée se coucher vers 22 h la nuit du meurtre et qu'elle a été réveillée par les cris de sa mère. D'après son relevé téléphonique, elle a envoyé des SMS à Yann jusqu'à 1h45 du matin. Et nous savons que l'agression a débuté à environ 2 h du matin. Un des messages disait
elle vient de prendre un somnifère. Un autre, elle s'est réveillée. On voit qu'il suivait de près les faits et gestes de Barbara. Le procureur pense que Bruce étant absent pour son travail, Rachel a attendu que Barbara s'endorme pour faire entrer Yann dans l'appartement. Yann s'empare de plusieurs couteaux dans le tiroir de la cuisine, puis monte à l'étage. Les pièces à conviction indiquent qu'ils sont tous les deux entrés dans la chambre de Barbara et qu'ils l'ont poignardée à plus de 50 reprises. Le sang a giclé sur les murs et sur le plafond et imbibé le matelas. À un moment, l'un des deux a planté le couteau à beurre dans l'œil de la victime alors qu'elle était encore vivante. Un geste qui en dit long sur la haine que nourrissait pour elle l'auteur de ce geste. Rachel se sert d'une éponge pour nettoyer le sang, y laissant son ADN. Yann laisse les empreintes de son doigt et de sa paume sur le mur. Le couple fait entrer le corps dans un carton de télévision vide. Rachel le referme avec du ruban adhésif sur lequel elle laisse ses empreintes. Plus tard dans la nuit, il jette le corps de Barbara dans l'océan Pacifique. Les enquêteurs retrouvent les restes d'un matelas brûlé sur les voies de chemin de fer à proximité du lieu de travail de Yann. D'après le parquet, c'est là que Rachel et Yann ont brûlé ce qu'ils pensaient être la dernière pièce à conviction. Lors de son procès, Rachel témoignera pour sa défense, clamant qu'elle n'est pas une tueuse. Je n'ai pas fait ça à ma mère. J'ai pris de mauvaises décisions et je l'admets. Mais préméditer le meurtre de ma mère et la tuer, ça non. Le jury ne la croit pas. Rachel Molnix est déclarée coupable du meurtre de sa mère. Nous, les jurés, déclarons l'accusée Rachel Scarlett Molnix coupable de meurtre. Elle est condamnée à perpétuité, assortie d'une peine de 25 ans de sûreté. Le plus étonnant peut-être dans cette affaire, c'est que Rachel était tout près de fêter ses 18 ans. Si elle avait patienté encore un peu, sa mère n'aurait rien pu faire pour l'empêcher de voir Yann. Dans un procès séparé, Yann Allen est lui aussi déclaré coupable du meurtre de Barbara Molnix et il écope de la même peine. Après son procès, Yann a admis devant la police ce que la science avait déjà permis de prouver. Rachel avait participé au meurtre du début à la fin. Quand il a vu qu'il était fichu et qu'elle lui faisait porter le chapeau, fini la loyauté. Elle a tué sa mère et Yann l'a aidé à le faire. C'est un fait, pas une hypothèse. Les jurés attendent des preuves scientifiques. Si vous n'en avez pas, difficile de plaider. Les experts médico-légaux sont très importants, particulièrement dans une affaire comme celle de Rachel. Quand ils ont réussi à prouver qu'elle mentait, ça a pesé plus lourd que tout le reste. Cette affaire fait partie de celles qui soulèvent le cœur et qui peuvent nous faire douter de voir un jour s'améliorer l'espèce humaine. Les mots nous manquent pour la définir, car quels que soient les griefs naturels que les adolescents peuvent nourrir à l'égard de leurs parents, un tel déchaînement de barbarie reste une énigme. D'autant qu'en patientant quelques mois de plus, Rachel Molnix aurait atteint la majorité et n'aurait plus eu de compte à rendre à sa mère pour faire ses choix. Ainsi, à l'horreur qu'inspire cette histoire, s'ajoute l'imbécilité. C'est sur cette pénible constatation que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. Je vous retrouve prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Coupable de meurtre avec préméditation. Elle a été condamnée à une peine de 40 ans de prison, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans.
La police a fait le compte de toutes les coïncidences cumulées. La Lexus noire, la Lexus blanche, le camion de location, la femme promenant son chien. Et à ce moment-là, ils ont découvert que sa carte de fidélité avait été utilisée pour acheter de l'acide chlorhydrique. Ça faisait trop pour qu'elle ne soit pas coupable. Vous savez, le fait qu'elle ait utilisé cette carte pour économiser, quoi, je ne sais pas, 34 cents ou quelque chose comme ça. Incroyable. Dans cette affaire, c'est la science et seulement la science qui a désigné la coupable. Je veux dire, il n'y avait vraiment aucun doute. Ça lui a été fatal. Même si vous planifiez chaque détail, vous ne pourrez jamais penser à tout. Si le juge le décide, Tracy Frame sera remise en liberté conditionnelle au terme de 20 ans de détention. Elle sera alors âgée de 52 ans. Et pendant 20 ans supplémentaires, elle devra vivre avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Que n'a-t-elle pris le temps de réfléchir avant de commettre l'irréparable? Aveuglée par l'appât du gain, elle n'a à aucun moment mesuré la gravité et les conséquences de son acte. Comme nous l'avons vu tout au long de cette enquête, les policiers ont exploité tous les indices qui s'offraient à eux. Et ils n'en ont négligé aucun. L'analyse des traces de pneus du camion de location, le dépouillement des enregistrements des caméras de surveillance, l'examen de la couverture chauffante ayant servi à emballer le corps, la liste des achats effectués par Tracy dans le magasin pour tenter de rendre le cadavre méconnaissable. Mais la seule preuve matérielle irréfutable qui a permis aux policiers de boucler leur enquête leur a été fournie par Tracy Frame elle-même. Sa carte de fidélité l'a définitivement trahi. Pour réaliser une économie de 25 cents, elle a fait capoter son plan machiavélique. Car comme le disait Michel Audiard dans l'un de ses films, l'avarice est le pire défaut qui existe. Si l'on compte ses sous, on compte aussi ses sentiments. Les faits divers criminels jalonnent la longue histoire de l'humanité. Au fil des siècles, les plus grands écrivains s'en sont emparés, les transformant en tragédies. Échille, Racine, Goethe ou Shakespeare ont sublimé haine et passion, imaginant des enjeux supérieurs et des destins hors du commun. Le quotidien qui s'offre à nous est malheureusement plus trivial. Les crimes de sang dans la... À 1h34 du matin, juste 37 minutes avant qu'on ne retrouve le corps de David en train de brûler, une femme sort de la Lexus blanche de David, se dirige vers une Lexus noire et quitte le parking. On regardait la bande et on trouvait que la femme ressemblait à Tracy. Et quand elle est montée dans la voiture noire, là je me suis dit, nous y voilà. 4 heures plus tôt, la Lexus noire entre sur le parking. La même femme en sort, traverse le parking, monte à bord d'un camion de location et s'en va. Les bandes montrent que la veille, dans l'après-midi, cette même femme a garé le camion de location sur le parking, puis est repartie à pied avec un grand chien noir. Tracy avait un grand chien noir. Ce serait quand même une coïncidence monumentale que quelqu'un d'autre possède aussi une Lexus noire, une Lexus blanche, monte dans un camion de location et aille promener un chien qui ressemble à celui de Tracy Frame. Malheureusement, la caméra est trop éloignée pour pouvoir identifier formellement la femme en question. S'il s'agit bien de Tracy Frame, les enquêteurs doivent trouver un moyen de le prouver. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous me demandez ça? Je veux juste savoir. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Tracy, je vais être honnête avec vous. Je pense que vous le savez. La police possède des vidéos de surveillance montrant une femme non identifiée garant 2 voitures différentes sur le parking d'un centre commercial à côté d'un grand camion de location. Les 2 voitures correspondent à la marque et au modèle de celle de David Nixon et de sa petite amie Tracy Frame. La police possède également des images où l'on voit la même femme entrer dans le magasin le soir où le corps de David a été découvert.
On n'a pas pu la repérer dans le magasin, mais on a pu de nouveau l'identifier à la caisse. La femme a acheté des sacs poubelles et 2 bouteilles d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est vendu en petite quantité aux particuliers. Il est principalement utilisé comme solvant ou détergent dans l'industrie. En quelques jours, les enquêteurs sont parvenus à recueillir un nombre considérable de preuves indirectes et toutes accusent Tracy Frem. Elle possède un mobile, conservé la maison que Nixon a mise à son nom et qu'il avait l'intention de récupérer après leur rupture annoncée. Ensuite, les va-et-vient effectués avec les Lexus de couleurs différentes et le camion de location enregistré par les caméras de surveillance indiquent que la jeune femme a... Plus tard, dans un motel. Elle n'avait rien à voir avec la mort de sa mère, ni la disparition de son cadavre. Quelqu'un va me dire ce qui se passe à la fin. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre mère. Mais vous savez que j'ai été kidnappée, vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites. Comment ça? C'est la vérité. Nous avons des preuves matérielles du contraire. Quoi? Ce que Rachel ignore, c'est que les enquêteurs détiennent des preuves scientifiques de son implication dans le meurtre de sa mère. En effet, l'ADN de Rachel a été retrouvé sur l'éponge de couleur jaune qui se trouvait dans la chambre de sa mère. Cette éponge qui a servi à nettoyer le sang après le meurtre. Du coup, le scénario selon lequel la jeune fille aurait été enlevée contre son gré par son fiancé et n'aurait pas pris part au meurtre n'est plus crédible. Pourtant, en dépit de cette preuve accablante, Rachel persiste à nier toute implication dans le carnage. Rachel a déclaré ne pas avoir du tout participé au meurtre. Or, on a retrouvé son ADN sur l'éponge qui a été utilisée pour nettoyer la scène de crime. C'est imparable. Le carton de télévision qui flottait à côté du corps de Barbara était fermé avec du ruban adhésif, le même que celui retrouvé dans le camion de Ian Allen. La vaporisation de superglue sur le ruban révèle les empreintes digitales de Rachel. J'ai pu identifier 3 empreintes digitales appartenant à Rachel Melnix. Il y avait son majeur et son annulaire gauche. Le fait de retrouver les empreintes de Rachel sur ce ruban adhésif, ça a dû être comme de décrocher le jackpot pour la police. Sur la crosse du pistolet calibre 38 de Ian, les enquêteurs retrouvent son ADN et celui de Rachel. Pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisé contre son kidnappeur? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. L'empreinte de la main quasi complète retrouvée sur le mur de la chambre de Barbara Melnix est celle de Ian. Les preuves scientifiques confirment la thèse soutenue dès le début par le médecin légiste. 2 personnes au moins étaient impliquées dans le meurtre. Quand on voit le nombre de blessures et les preuves, c'est plus cohérent avec plusieurs individus qu'avec un seul. Des SMS apportent la preuve finale de la participation de Rachel. Rachel a indiqué à la police qu'elle était allée se coucher vers 22 h la nuit du meurtre et qu'elle a été réveillée par les cris. Elle ajoute qu'il ne répond pas à ses messages. David Nixon était un excellent père qui avait gardé le contact avec son fils, même après son divorce. Il était toujours en contact avec lui. Je ne peux pas vraiment l'expliquer par des faits, mais mon instinct me disait que le cas de ce type était particulier. C'était plus qu'une banale affaire de disparition. Quelques heures plus tard, un automobiliste remarque un incendie sur le parking d'un bâtiment désaffecté à un peu plus de 15 km de là. Lorsqu'il s'approche, il découvre avec horreur ce qui ressemble à un corps humain. La partie supérieure du corps se consumait dans les flammes. On a pensé que le tueur avait utilisé un produit inflammable comme de l'essence. La victime, enveloppée dans une bâche bleue et une couverture, est visiblement un homme blanc, grand et aux cheveux bruns.
Les empreintes dentaires confirment qu'il s'agit de David Nixon. Il semblerait qu'à un moment, on ait essayé de faire passer le corps dans le caniveau, mais il était trop volumineux. Si le corps de David était vraiment passé dans cette canalisation d'évacuation de 2,50 m, on aurait très bien pu ne jamais le retrouver. Les amis et la famille de David sont sous le choc. C'est une façon bien cruelle de mourir. Se faire brûler. Il n'y a pas de sang ni de traces de lutte, ce qui indique que David n'a probablement pas été tué sur le parking. Il était clair que l'endroit où on a retrouvé le corps n'était pas la scène de crime, mais simplement l'endroit où on s'est débarrassé du corps. C'est là qu'on y a mis le feu pour détruire les preuves éventuelles. Le corps de David était enveloppé dans une couverture, un indice qui permettra peut-être de retrouver le lieu du crime. Dans les restes carbonisés de la couverture, on a trouvé un ensemble de filaments, comme des fils très fins. Une couverture standard ne contient pas de fibres métalliques, à moins qu'il ne s'agisse d'une couverture chauffante, par exemple une couverture électrique. Le médecin légiste constate qu'il y a une côte fracturée, ce qui lui permet de découvrir une trajectoire de balle qui part du flanc gauche de David et traverse son cœur. Donc, David a été tué par balle. C'était une arme de poing de petit calibre. Ils n'ont pas pu déterminer le calibre parce qu'on n'a jamais retrouvé la balle. Aux yeux des enquêteurs, il est suspect que l'ex-femme de David ait signalé sa disparition seulement 3 heures avant la découverte de son corps. Et la police apprend bientôt qu'elle pourrait avoir un mobile qui paie. Pourquoi vous me demandez ça? Je veux juste savoir. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Tracy, je vais être honnête avec vous. Je pense que vous le savez. La police possède des vidéos de surveillance montrant une femme non identifiée garant 2 voitures différentes sur le parking d'un centre commercial à côté d'un grand camion de location. Les 2 voitures correspondent à la marque et au modèle de celle de David Nixon et de sa petite amie Tracy Frame. La police possède également des images où l'on voit la même femme entrer dans le magasin le soir où le corps de David a été découvert. On n'a pas pu la repérer dans le magasin, mais on a pu de nouveau l'identifier à la caisse. La femme a acheté des sacs poubelles et 2 bouteilles d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est vendu en petite quantité aux particuliers. Il est principalement utilisé comme solvant ou détergent dans l'industrie. En quelques jours, les enquêteurs sont parvenus à recueillir un nombre considérable de preuves indirectes et toutes accusent Tracy Frame. Elle possède un mobile, conservé la maison que Nixon a mise à son nom et qu'il avait l'intention de récupérer après leur rupture annoncée. Ensuite, les va-et-vient effectués avec les Lexus de couleurs différentes et le camion de location enregistré par les caméras de surveillance indiquent que la jeune femme a sans doute transporté le corps de la victime de la maison au terrain vague. Pour autant, avant de procéder à l'arrestation de la suspecte, les policiers sont à l'affût d'une preuve matérielle. Contre toute attente, elle leur est fournie par Tracy Frame elle-même. Dans le but, tenez-vous bien, d'économiser 25 cents, elle a utilisé sa carte de fidélité dans la grande surface dans laquelle elle a fait des achats liés au crime, des sacs poubelles et des bouteilles d'acide chlorhydrique. Cette économie de bout de chandelle va précipiter sa chute. Et les registres du magasin permettent d'établir que la propriétaire de la carte n'est autre que Tracy Frame. Après ses achats, elle repart dans le camion de location. L'agence de location informe les enquêteurs qu'elle a loué le même camion à 3 autres personnes après que Tracy le leur a restitué. La police ne trouve aucune trace de sang ou d'acide à l'intérieur du camion, mais les empreintes de pneus sont une preuve potentielle.
Mon travail consistait à déterminer... Les enquêteurs arrivent à l'appartement que Barbara partageait avec son ex-mari. Une surprise les attend. Mon sergent est arrivé pour me prévenir que M. Mulnix était sur les lieux du crime. À vrai dire, ça m'a laissé perplexe. Je me suis dit qu'il ne manquait pas de culot. Il semblait tout étonné de voir la police chez lui. Quand vous avez un enquêteur de la crime qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit que vous êtes son principal suspect, on se sent plutôt mal. Le médecin légiste estime l'heure de la mort à mardi très tard dans la nuit ou mercredi matin. Bruce déclare avoir quitté la ville mardi matin pour un voyage d'affaires à Fresno, en Californie, à plus de 400 km. Bien sûr, en tant que journaliste, ça m'intéressait qu'il prétende qu'il n'était pas là la nuit du meurtre. Bruce reconnaît que Barbara et lui avaient des différends, mais il nie toute implication dans son meurtre. On était tous les deux en tort pour le divorce. Mais pour moi, ce qui a tout déclenché, c'est que Barbara s'était mise à boire de plus en plus. Et quand elle était saoule, elle n'était plus du tout la même. Elle devenait quelqu'un d'autre. En fouillant l'appartement de Bruce, la police ne trouve aucune trace d'effraction. Mais le matelas et le sommier du lit de Barbara ont disparu. Les techniciens de scène de crime passent la pièce au leucocristal violet, un produit chimique qui devient violet en présence de sang. Le corps d'une femme lardé de 52 coups de couteau. Un couteau à beurre planté dans l'œil jusqu'au manche. Les empreintes digitales rendues non identifiables tant un séjour prolongé dans l'eau de mer a abîmé les chairs. Le spectacle est insoutenable, même pour des officiers de la police judiciaire habitués pourtant à affronter l'horreur. Mais enfin, quel monstre a pu déchaîner une telle violence à l'encontre d'une femme qui vivait apparemment sans histoire avec sa fille et son ex-mari? L'analyse d'une scène de crime obéit à des impératifs constants. Sachant que l'auteur d'une action criminelle laisse des traces derrière lui et emporte à son insu des éléments. Toutes les polices scientifiques du monde procèdent de la même manière. Elles préservent les indices en l'état en évitant de les polluer avec leurs propres empreintes digitales, bien sûr, ou des fragments d'ADN. Elles photographient la scène en allant du général au particulier jusqu'aux détails les plus infimes. Elles prélèvent objets, empreintes, traces biologiques, douilles ou résidus de poudre. Et enfin, elles protègent les indices et le meurtrier savait qu'il était partiellement carbonisé. Ensuite, le siège conducteur de la voiture de Nixon a été avancé, ce qui tend à prouver qu'une femme l'avait conduite quelques heures avant le crime. Enfin, dans la maison qu'occupaient David et Tracy, les policiers ont découvert des commandes de couverture électrique. Or, c'est dans une couverture de ce genre que le cadavre a été emballé. Autre information, et non des moindres, redevable d'arriérés d'impôts, et afin d'éviter une saisie, Nixon avait décidé de mettre sa maison au nom de Tracy Frame. Puis, il avait regretté cette décision hâtive. David voulait reprendre la maison à son compte et Tracy voulait s'assurer que la maison reste à son nom. Mais il y a apparemment un élément irréfutable qui rend Tracy insoupçonnable. Les enquêteurs devaient établir comment elle pouvait avoir déplacé le corps. Elle avait beau être une jeune femme en bonne santé et en pleine forme, elle faisait presque la moitié du poids de David. Elle aurait eu beaucoup de mal à le porter. Les voisins de Tracy déclarent alors à la police qu'ils ont vu un grand camion de location stationné devant la maison du couple le week-end de la disparition de David. Vous avez vu le camion devant chez vous? Non, mais... Un camion? Un véhicule du type camion de location. Oui, on avait loué un camion pour transporter des choses encombrantes. Les chaises longues de la piscine. Les éboueurs ne voulaient pas les prendre.
et nous ont dit qu'il fallait les mettre ailleurs. Comme on n'avait rien pour les transporter, David s'en est occupé. La police visionne les images de vidéosurveillance du parking où a été retrouvée la voiture de David. À 1h34 du matin, juste 37 minutes avant qu'on ne retrouve le corps de David en train de brûler, une femme sort de la Lexus blanche de David, se dirige vers une Lexus noire et quitte le parking. On regardait la bande et on trouvait que la femme ressemblait à Tracy. Et quand elle est montée dans la voiture noire, là je me suis dit, nous y voilà. 4 heures plus tôt, la Lexus noire entre sur le parking. La même femme en sort, traverse le parking, monte à bord d'un camion de location et s'en va. Les bandes montrent que la veille, dans l'après-midi, cette même femme a garé le camion de location sur le parking, puis est repartie à pied avec un grand chien noir. Tracy avait un grand chien noir. Ce serait quand même une coïncidence monumentale que... Dans le but, tenez-vous bien, d'économiser 25 cents, elle a utilisé sa carte de fidélité dans la grande surface dans laquelle elle a fait des achats liés au crime. Des sacs poubelles et des bouteilles d'acide chlorhydrique. Cette économie de bout de chandelle va précipiter sa chute. Et les registres du magasin permettent d'établir que la propriétaire de la carte n'est autre que Tracy Frame. Après ses achats, elle repart dans le camion de location. L'agence de location informe les enquêteurs qu'elle a loué le même camion à 3 autres personnes après que Tracy le leur a restitué. La police ne trouve aucune trace de sang ou d'acide à l'intérieur du camion, mais les empreintes de pneus sont une preuve potentielle. Mon travail consistait à déterminer si les photographies des pneus du camion de déménagement avaient quelque chose en commun avec les empreintes laissées sur la scène de crime. En superposant les relevés d'empreintes aux photos, l'expert peut comparer les 6 pneus du camion aux traces trouvées sur la scène de crime. J'ai pu établir que les 6 pneus, qui présentaient 2 types différents de bandes de roulement, et donc 2 types différents de caractéristiques techniques, correspondaient de façon très nette aux empreintes retrouvées sur la scène de crime. En d'autres termes, il est presque certain que c'est le camion de déménagement de Tracy qui a laissé ses empreintes de pneus. Mais une question reste sans réponse. Beaucoup de gens nous ont demandé comment une femme de la taille de Tracy avait pu déplacer un homme de cette taille. La réponse ? Un diable était compris dans la location du véhicule de déménagement. Il lui suffisait de mettre le diable sur le lit à côté de David et de faire rouler son corps dessus, puis de l'harnacher. Une fois David attaché avec des sangles, elle n'avait plus qu'à tirer. Les enquêteurs pensent que Tracy savait que David allait la quitter et qu'elle a voulu garder la maison, qui était toujours à son nom. Tard dans la soirée de jeudi, alors qu'il est endormi, elle tire sur David avec une arme de poing non enregistrée qu'il gardait dans la maison, selon les dires de ses amis. Elle enveloppe le corps dans des couvertures. Le lendemain, le vendredi, elle se rend avec la voiture de David à l'agence de location où elle loue un camion de déménagement. Elle attend la tombée de la nuit et utilise un diable pour charger son corps dans le camion. Ensuite, elle conduit pendant environ 23 km jusqu'à un parking isolé où elle est... Ça s'est passé dans la rue. La victime, une prostituée de 22 ans du nom de Janet Dolan, a été tuée d'une seule balle. Son corps a ensuite été déplacé, arrosé d'essence et brûlé. Quand quelqu'un est abattu et qu'on enveloppe son corps avant de le brûler, ça ressemble à une exécution ou à un avertissement. Mais si les similitudes entre les deux affaires sont frappantes, les différences le sont tout autant. David était un homme, Janet une femme. David Nixon était riche, il n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'était pas du genre à se mettre en danger. Janet Dolan était tout l'inverse. Elle s'était probablement retrouvée dans une drôle de situation, avec des gens qu'elle ne connaissait pas.
De plus, le meurtre de Janet ressemble plus à un crime d'opportunité qu'à un acte prémédité. La police en conclut qu'il est possible, mais très peu probable, que les deux affaires soient liées. Les enquêteurs ont une piste. Il y a des preuves sur la scène de crime. Ils ont découvert des empreintes de pneus à 3 mètres du corps de David. On pensait qu'il s'agissait du véhicule qui avait servi à le transporter. Les empreintes sont celles d'un véhicule ayant 4 pneus à l'arrière et 2 à l'avant. Il y avait 2 jeux de pneus différents à l'avant et à l'arrière. Les empreintes étaient complètement différentes. Mais qui pouvait souhaiter la mort de David Nixon ? Ce que j'ai pu constater dans les affaires de meurtre, c'est qu'il y a en général 2 raisons pour lesquelles les gens sont prêts à tuer, l'amour et l'argent. L'ex-femme de David, Donna, a les 2 mobiles. David et Donna avaient des problèmes relationnels. Apparemment, il l'avait quittée pour une jeune hôtesse de l'air, ce qui l'a bien sûr profondément blessée. Jusqu'à la majorité de leur fils, Donna est également la bénéficiaire de l'assurance vie de David, d'un montant d'1 demi-million de dollars. Dans les enquêtes pour meurtre, le mot d'ordre c'est « à qui profite le crime ». Son ex-femme venait juste d'être désignée comme bénéficiaire de son assurance vie. Donc, bien évidemment, la police allait se pencher sur son cas. Mais Donna coopère totalement avec les enquêteurs et fait une meurtrière peu plausible. Elle possède également un alibi pour la soirée de jeudi et la matinée de vendredi, c'est-à-dire pour le laps de temps où se situe la mort de David. À mesure que l'enquête progressait, il était clair que les preuves ne désignaient pas Donna comme étant la coupable. La seconde ex-femme de David a également un alibi pour la nuit du meurtre. Le fait de retrouver les empreintes de Rachel sur ce ruban adhésif, ça a dû être comme de décrocher le jackpot pour la police. Sur la crosse du pistolet calibre 38 de Yann, les enquêteurs retrouvent son ADN et celui de Rachel. Pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisé contre son kidnappeur? Je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. L'empreinte de la main quasi complète retrouvée sur le mur de la chambre de Barbara Mulnix est celle de Yann. Les preuves scientifiques confirment la thèse soutenue dès le début par le médecin légiste. 2 personnes au moins étaient impliquées dans le meurtre. Quand on voit le nombre de blessures et les preuves, c'est plus cohérent avec plusieurs individus qu'avec un seul. Des SMS apportent la preuve finale de la participation de Rachel. Rachel a indiqué à la police qu'elle était allée se coucher vers 22 h la nuit du meurtre et qu'elle a été réveillée par les cris de sa mère. D'après son relevé téléphonique, elle a envoyé des SMS à Yann jusqu'à 1h45 du matin. Et nous savons que l'agression a débuté à environ 2 h du matin. Un des messages disait « Elle vient de prendre un somnifère ». Un autre « Elle s'est réveillée ». On voit qu'il suivait de près les faits et gestes de Barbara. Le procureur pense que Bruce étant absent pour son travail, Rachel a attendu que Barbara s'endorme pour faire entrer Yann dans l'appartement. Yann s'empare de plusieurs couteaux dans le tiroir de la cuisine, puis monte à l'étage. Les pièces à conviction indiquent qu'ils sont tous les 2 entrés dans la chambre de Barbara et qu'ils l'ont poignardée à plus de 50 reprises. Le sang a giclé sur les murs et sur le plafond et imbibé le matelas. À un moment, l'un des 2 a planté le couteau à beurre dans l'œil de la victime alors qu'elle était encore vivante. Un geste qui en dit long sur la haine que nourrissait pour elle l'auteur de ce geste. Rachel se sert d'une éponge pour nettoyer le sang, y laissant son ADN. Yann laisse les empreintes de son doigt et de sa paume sur le mur. Le couple fait entrer le corps dans un carton de télévision vide. Rachel le referme avec du ruban adhésif
sur lequel elle laisse ses empreintes. Non. Ni samedi, vous ne l'avez pas revu depuis? Non, monsieur. On a découvert qu'il avait des dettes de jeu et qu'il avait quelques soucis avec le fisc. Tracy donne son accord pour que la police fouille la maison qu'elle partageait avec David. On a passé la maison au peigne fin, on a utilisé du luminol et on a amené des chiens renifleurs. Mais la police ne trouve aucune trace de sang dans la maison. La maison renferme tout de même un indice potentiel. Lorsqu'ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé des manettes de couverture chauffantes, mais il n'y avait pas de couverture. Ce qui était plutôt bizarre vu que le corps de David avait justement été enveloppé dans une couverture de ce type. Le lendemain, la police retrouve la Lexus blanche de David, abandonnée sur le parking d'un supermarché à proximité de sa maison. Il n'y a pas de sang ni de traces de lutte dans la voiture, mais quelque chose attire tout de suite l'attention des enquêteurs. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées, c'est que le siège était tout près du volant, ce qui indiquait que la dernière personne à avoir conduit la voiture était bien plus petite que David Nixon, en tout cas que ce n'était pas un homme de sa taille. Les enquêteurs espèrent que les caméras de surveillance du supermarché permettront d'identifier la personne qui a laissé la voiture de David sur le parking. Lorsque la police interroge Tracy Frame, la femme qui partageait la vie de David Nixon, elle affirme que David se rendait à Las Vegas la nuit où il a disparu. Tracy admet également qu'elle n'a pas d'alibi pour la nuit du meurtre de David. Elle dit être restée seule à la maison. En tant que membre de la famille, on ne savait pas grand-chose d'elle. Il ne l'amenait jamais avec lui quand il nous rendait visite. Je ne lui avais jamais parlé au téléphone. Elle était vraiment un mystère pour nous tous. En faisant des recherches, la police découvre quelques détails intéressants au sujet de David et de Tracy. Le couple s'est rencontré à une fête, peu après le second divorce de David. Tracy est comptable et n'a pas d'enfant. Peu de temps après le début de leur relation, David achète 2 voitures assorties, une Lexus noire pour Tracy et une Lexus blanche pour lui-même. Selon les enquêteurs, Donna, la première épouse de David Nixon, possède 2 mobiles qui auraient pu la pousser à attenter à ses jours. C'est une femme bafouée, son mari l'ayant abandonnée pour épouser en secondes noces une jeune hôtesse de l'air. Et elle est en possession d'un contrat d'assurance-vie d'un montant d'1,5 million de dollars. À la vengeance s'ajouterait l'appât du gain. Pour autant, Donna n'ignore pas que son fils âgé de 10 ans est très attaché à son père, planté dans l'œil jusqu'au manche. Les empreintes digitales rendues non identifiables tant un séjour prolongé dans l'eau de mer a abîmé les chairs. Le spectacle est insoutenable, même pour des officiers de la police judiciaire habitués pourtant à affronter l'horreur. Mais enfin, quel monstre a pu déchaîner une telle violence à l'encontre d'une femme qui vivait apparemment sans histoire avec sa fille et son ex-mari? L'analyse d'une scène de crime obéit à des impératifs constants. Sachant que l'auteur d'une action criminelle laisse des traces derrière lui et emporte à son insu des éléments. Toutes les polices scientifiques du monde procèdent de la même manière. Elles préservent les indices en l'état en évitant de les polluer avec leurs propres empreintes digitales, bien sûr, ou des fragments d'ADN. Elles photographient la scène en allant du général au particulier jusqu'aux détails les plus infimes. Elles prélèvent objets, empreintes, traces biologiques, douilles ou résidus de poudre. Et enfin, elles protègent les indices en les conditionnant dans des boîtes stériles afin d'éviter les contaminations. Dans notre affaire, le corps ayant été déplacé, les enquêteurs commencent par chercher la scène de crime. Barbara Mullenix a-t-elle été assassinée à l'intérieur de son appartement? Pour le savoir, les experts aspergent le sol de la chambre à coucher d'un produit qui réagit à l'hémoglobine contenue dans le sang. Et le résultat ne se fait pas attendre.
D'après le nombre d'éclaboussures de sang qu'il y avait, il était clair que quelqu'un avait perdu beaucoup de sang ici. Il apparaît clairement que le tueur a essayé d'enlever les taches de sang. On trouve une boîte de gants en latex dans la cuisine et une éponge sur la table de chevet. L'éponge présentait une tache rouge qui était en fait du sang. C'était une preuve significative dans cette affaire. Les enquêteurs trouvent quelque chose d'autre dans la cuisine. Le couteau dans le tiroir de la cuisine était du même modèle que celui qui était planté dans l'orbite de la victime. Il était facilement reconnaissable, avec un manche ciselé, genre peau d'ananas. Des sections entières de la cloison sont retirées pour examen. Une empreinte très nette a survécu au nettoyage. Quand les criminels sont en pleine action, ils transpirent plus. Il y a une plus forte production de résidus, ce qui permet parfois d'avoir des empreintes plus nettes. Dans le cas présent, je n'ai eu aucun mal à déterminer qu'il s'agissait d'une empreinte palmaire.